niveau du centre social, donc, nous avons attendu les mesures gouvernementales, hein, les injonctions un petit peu mises en place sur le confinement par rapport à les activités que nous organisons et mettons en place. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni le plus rapidement possible donc une réunion de nos instances dirigeantes. En l'occurrence, c'est le bureau, hein, qui est l'organe le plus approprié, qui permet de prendre des décisions rapidement et que l'on consulte pour associer donc tous les bénévoles à la prise de décision. Et on s'est déjà interrogé, est-ce qu'on effectivement fermait les activités progressivement, ou c'était net, ou c'était il y a déjà eu cette question-là. Il y avait déjà du débat à l'intérieur de l'association, donc certains étaient partants pour dire on attend un petit peu, d'autres non. Effectivement, la décision prise, donc ça a bien été donc le 17 mars, fermeture totale des activités du bâtiment. Nous avons mis en place les outils d'information à destination de notre public pour leur signifier effectivement que le centre social, donc le 17 mars, stoppait activité et services. Voilà, donc on est déjà parti comme ça. Après, s'est posé la question de l'équipe salariée, comment on faisait, comment on organisait les choses vis-à-vis du public, des collègues au niveau du personnel. Donc là, c'est pareil, on a vu cas par cas au niveau de la situation des personnes. Pour ma part, je ne me suis même pas posé la question si je devais tenter les travaux ou pas. Il me semblait absolument essentiel et primordial d'être présente sur place, de laisser donc une présence humaine, de ne pas fermer la porte complètement, afin que les habitants puissent trouver une porte ouverte et ne pas se sentir abandonnés dans le sens où l'ensemble des services tout autour dans la ville fermaient. Y compris les services de la mairie dans un deuxième temps, les services de la caisse d'allocation familiale par exemple, voilà, donc tous les services publics entre autres fermaient. Et surtout, tenant compte de notre situation, en fait, nous sommes le seul équipement donc, socioculturel dans le quartier, proche. Donc nous sommes l'interlocuteur déjà premier des habitants. Donc on estime que nous avons une place d'écoute et d'attention aussi, où les gens peuvent venir nous trouver, quoi. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, hein. Donc on a mis en place tout de suite les informations concernant la question des déplacements, qui étaient dans les premières mesures prises, en limitant effectivement les déplacements des personnes. Dans un premier temps, effectivement, il y a un mouvement qui fait de peur, hein, ce qui est un peu logique. Quand on affronte une crise qu'on ne connaît pas, comme ça, là, à partir du moment où on disposait d'éléments quand même fiables sur d'où venait le virus, comment il se propageait, surtout les modes de propagation, ça permettait déjà de rassurer un petit peu les personnes, même si effectivement on ne mesurait pas tout, bien sûr. Hein, voilà. En cas de crise comme ça, on est sur des besoins primaires de l'individu, c'est-à-dire la question de l'alimentation, du logement. Et est-ce que les gens continuaient effectivement à pouvoir bénéficier de distribution alimentaire via les organismes caritatifs. La Croix-Rouge, par exemple, a fermé. Les Restos du Cœur n'étaient pas encore réouverts. Voilà, donc il y a eu quand même un vide à un moment sur la distribution alimentaire sur Verdun. Donc la municipalité a mis en place un plan assez rapidement aussi, donc permettant de fournir donc des paniers solidaires à une partie de la population. Mais dans le quartier, tout de suite, nous sommes mis en contact avec le CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile, par rapport à l'accès à l'alimentation ce qu'on appelle les familles déboutées. Donc, qui ne bénéficient plus d'aide de l'État par rapport à leur situation de demande d'asile. Donc, on s'est organisé. Dans un premier temps, on s'est adapté, on a été réactif, on a géré l'urgence. C'est-à-dire qu'on a demandé autour de nous, il y a eu des dons de fait de personnes, hein, permettant, en lien avec le CADA, donc, de répondre à des besoins primaires rapidement. Les gens ne pouvaient pas attendre 3 semaines pour dire voilà, il faut qu'on mange, voilà, surtout quand on parle de famille avec des enfants. Donc on a géré ça pendant une quinzaine de jours, et puis après, donc c'est réorganisé sur Verdun, l'aide alimentaire, avec les Restos du Cœur qui ont réouvert, voilà, il y a eu un nouveau partenariat qui s'est créé entre les familles et les Restos du Cœur. Il y a eu un deuxième point d'accès à l'alimentation qui a été réouvert, voilà, donc ce qui a permis de gérer cette question-là. Donc après c'est notre rôle, hein, voilà, d'être aussi réactif, se préoccuper de ces situations de personnes, de familles, hein, dans ce cas-là, ou d'autres exemples, donc dans le quartier, au cas par cas, en urgence. Du coup, la question de la distribution des attestations, même si ça peut penser anecdotique, en fait, beaucoup de gens n'avaient pas accès soit à des photocopies ou à des lieux pour pouvoir se déplacer, faire leurs courses, etc. Donc, ils étaient comme bloqués chez eux.
Donc c'est passé par le centre social. Après, donc, le conseil citoyen aussi est venu en renfort et a joué son rôle aussi de lien social avec les habitants. Donc tous les jours, on a vu des gens passer, beaucoup de gens, et surtout un public qu'au centre social, on ne connaissait pas. On a vu donc des gens un peu plus en précarité, voire marginalisés, qui savaient s'adresser au centre social pour venir chercher une attestation, ce qui a permis quand même d'entrer un petit peu en contact avec ce public qui ne fréquente pas la structure habituellement. Voilà. Donc ça, c'était aussi intéressant, et petit à petit, on a créé un petit lien, même si effectivement ça peut rester, voilà, mais au moins il y a un lien, il y a un contact, ils nous connaissent, quoi. En termes d'opérations solidaires, nous avons participé donc avec la Fédération des centres sociaux à la demande du département à l'opération donc réalisation de surblouses pour les soignants. Donc quand on a été contacté d'emblée, on a dit oui. Voilà, ça nous semblait aussi très intéressant de pouvoir partir sur cette opération solidaire. Aussi facilement, entre guillemets, pour la bonne raison que nous avons un atelier couture. Donc d'emblée, ça ne s'est pas posé comment on allait faire, etc., puisqu'on a déjà une animatrice, Christine, donc, qui anime un atelier depuis qu'on a réactivé il y a 3 ans, autour de la couture. Donc voilà, on s'appuie déjà sur l'atelier couture. Et ça nous a permis de créer un réseau de 11 personnes bénévoles qui ont géré la fabrication des surblouses, en gros, pendant une quinzaine de jours, à peu près 15 jours, 3 semaines. Moi j'ai géré cette opération, et vraiment des gens très motivés qui sont donnés, réalisés voilà, donc ces surblouses qui ont été après redonnées aux différents soignants sur le département. Alors en parallèle, effectivement, les bénévoles couturières étaient tellement motivés qu'en attendant qu'un kit arrive, parce qu'il y avait tout un protocole qui s'était mis en place entre réceptionner les blouses qui étaient faites et en ramener des nouvelles. Entre-temps, elle voulait absolument s'occuper, parce qu'en fait, c'est des gens qui s'ennuyaient des dames, qui s'ennuyaient chez elles principalement. Donc, entre-temps, elles sont mises à faire des masques, en utilisant bien sûr la norme AFNOR, qui était présentée dans différents supports, le Républicain ou d'autres à l'époque. Voilà. Donc, en parallèle, et on est toujours sur la réalisation de masques, ça continue toujours là. Parce que l'accès aux masques est aussi une problématique pour certaines populations, notamment financières. Effectivement, la ville de Verdun va en distribuer, mais en attendant, donc c'est aussi une nécessité. C'est une obligation dans les transports en commun. C'est aussi rassurer et aussi sécuriser les personnes les plus fragiles, les seniors, voilà. Donc le Conseil citoyen aussi a joué un rôle par rapport à sa distribution. Et puis nous, voilà, bouche à oreille, venez au centre social chercher un masque pour toute population, pour pouvoir se permettre de déplacer, d'accéder à des lieux collectifs et de faire attention, quoi. Aussi de protéger les personnes. Et ça, les bénévoles continuent toujours, et on va continuer là encore. Parce que je pense que le besoin en masque ne va pas s'arrêter. Bien sûr, on en trouve dans le commerce, dans les pharmacies, c'est payant. Même si c'est à bas prix, certains, ça reste quand même un budget pour des personnes en précarité. C'est pas facile. La ville va en distribuer effectivement des lavables, mais dans la durée, je pense qu'il nous en faudra quand même une certaine quantité. Il y a eu ça, il y a eu aussi donc la question du lien social, puisque c'est quand même l'objectif, une des finalités du centre social, quand même, qui crée du lien social entre les personnes. Sortir de l'isolement, c'est une de nos raisons, nos valeurs aussi. Donc le lien avec nos adhérents, il a été maintenu, et ça on l'a travaillé en partenariat, parce qu'on n'avait pas les moyens humains dans la structure de le faire, puisque souvent j'étais seule, isolée dans le centre social, dans l'espace de travail, ou avec Marina, après qui est venue dans le deuxième temps travailler avec moi. On était toutes les deux dans le centre social à travailler, présente physiquement. Donc on a un partenariat avec Unicité, donc, qui accueille des jeunes en service civique, qui étaient déjà en stage en quelque sorte au centre social. Donc on a passé un partenariat avec eux, et ce sont les jeunes en service civique de Verdun, et voire même du département, qui ont appelé régulièrement donc nos adhérents pour prendre des nouvelles, voilà. Et les retours qu'on a eus avec une grille, effectivement, les gens étaient très contents qu'on prenne de leurs nouvelles. Voilà. Donc surtout en ciblant pareil les personnes isolées de notre zone d'action, qui, je précise, dépasse largement le cadre du quartier, puisqu'en fait on s'adresse à un public issu principalement du quartier de Verdun, mais aussi des communes aux alentours, de l'agglomération à 30 km, quoi. Voilà, au niveau des activités du centre social. Nous avons été donc en tant qu'organisme agréé jeunesse et sport, donc été sollicités pour une maman du quartier qui travaille à l'hôpital, donc pour faire de la garde d'enfants, donc ses 2 enfants.
Donc l'animatrice a pris en charge 2 semaines de suite donc les 2 enfants de la maman sur des créneaux horaires et voilà, on a fait pour une famille. Mais on a répondu, même si c'était un enfant, de toute façon on l'aurait fait et c'était normal d'être aussi voilà. Et donc pour les futures activités qui vont reprendre donc des mercredis quand on va rouvrir là, pareil, il y a les enfants de soignants ou de personnel prioritaire, y compris police, gendarmerie, pompiers. Ménagères donc sont prioritaires. Si par exemple on peut accueillir 12 enfants, s'il y a des enfants de soignants, ils seront prioritaires sur les autres enfants. On fait un gros travail de présence en bas des blocs avec les habitants, ce qu'on appelle la démarche d'aller vers, depuis 2017, parce que justement on a constaté quand même donc des dégradations dans le tissu social, hein, avec de la délinquance, de l'incivilité, du trafic, voilà. Donc on a un groupe de travail qui s'est mis en place et qui conjointement met en place donc des actions concrètes en direction des habitants, avec le conseil citoyen, les bailleurs, surtout les bailleurs sociaux, hein, mais également les forces de l'ordre, hein, qu'il ne faut pas oublier non plus, non. Et ce qui permet à un moment donné cette synergie voilà, de régler petit à petit les difficultés du quotidien et qui après donne ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. Donc il suffit qu'il y ait une porte cassée, une fenêtre, etc., pour que voilà, les gens se sentent mal. En réglant déjà des petits problèmes techniques, ça rassure et ça améliore déjà donc le cadre de vie des habitants et il y a déjà, voilà, ça atténue ce sentiment. En parallèle, la question du trafic, bien sûr, c'est pas du ressort du centre social, hein, là, mais le confinement a amélioré cet aspect des choses. Dans le sens où le trafic, c'est... Alors, je dis pas stopper, c'est peut-être beaucoup dire, parce que moi, j'ai pas toutes les... Voilà, je ne connais pas tout. Mais c'est quand même amélioré dans le sens où il a baissé, quoi. Hein, voilà. Donc après, est-ce qu'il y a des choses qui se passaient à l'intérieur, donc en violence intrafamiliale, par exemple, ou autre, là, moi, j'ai très peu de retours pour l'instant sur ces questions-là. Même si on est en contact avec les différents partenaires, mais y compris les travailleurs sociaux, mais pour l'instant, j'ai pas de retour particulier. Je dis pas qu'il se passe rien, mais voilà. Donc le confinement, en fait, a aussi enfermé les gens et a fait aussi baisser les problèmes, quoi. Tout de suite, on a vu absolument personne sortir rapidement, être dehors. Voilà. Après, au fur et à mesure, en respectant la réglementation. Alors, franchement, c'était respecté. Alors que je pensais que, par exemple, les familles avec des enfants, ce serait quand même plus difficile. Les enfants continueraient à vouloir jouer dehors, hein, parce qu'en fait, il faut survivre. Et le quotidien, quand on est une famille avec des enfants enfermés dans un appartement, surtout si on est une famille nombreuse, je pense qu'à un moment donné, ça devait être très très dur pour les enfants et les parents, quoi, voilà. Et même, je pense qu'il y a eu une telle peur que c'était un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que même l'heure de sortie, les gens n'osaient pas sortir des fois. Il y avait vraiment une réelle peur donc, par rapport au virus. Et c'est rassurant en disant, non, vous avez une heure, vous avez le droit, vous pouvez quand même faire le tour du quartier, sortir un petit peu avec les enfants. Et ça, certains, non, on n'a pas vu beaucoup d'enfants jouer dehors. Certaines personnes ont vécu très très difficilement ce confinement, cet enfermement quelque part, parce qu'en fait, il n'y avait pas trop le choix, on ne pouvait pas sortir au cas des différents... on avait droit à 1 heure par jour, quoi, donc c'était très limité. L'isolement par rapport à la famille, hein, puisque notamment si on parle des seniors, absence de relation avec les enfants, les petits-enfants, à distance, voire peu de liens, c'est très très difficile humainement pour les personnes d'être enfermées chez elles sans contact, quoi. Donc on a pu aussi repérer du coup des personnes isolées, même si la personne est adhérente, on n'a pas forcément cette notion-là forcément vis-à-vis des gens tout le temps. On les connaît, oui, mais là, donc ça a permis de repérer quand même les situations d'isolement quand même, hein. Et puis il y a 2-3 situations aussi qui sont ressorties sur l'accès à l'alimentation, sur de la précarité, quoi, qui est ressortie à ce moment-là, quoi. Ce qu'on a pu observer, c'est le développement de réseaux de solidarité. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Aller faire les courses pour sa voisine, pour son voisin, être attentif, ce qu'a fait le conseil citoyen puis d'autres habitants dans le quartier, qui nous l'ont dit, hein, comme ça, en disant non, je m'occupe, je vais aller faire les courses pour ma voisine, moi j'ai une voiture, je fais attention, voilà. Donc ça, c'est très très important et
Après, notre rôle, nous, ce serait que ces réseaux perdurent et continuent. Ils ne s'arrêtent pas. Voilà, donc on va sortir des confinements, on va sortir de la crise, on espère. Et donc, en fait, que voilà, ces réseaux puissent un peu se structurer et peut-être évoluer. Parce que je me suis dit, le 12 mai, on va voir les enfants, les jeunes, assez rapidement, en début de semaine, se réapproprier les lieux publics, venir sur le skatepark, etc. Ça a pris un peu plus de temps quand même. Hein. Voilà, ça a pris quelques jours. Mais bon, voilà, après, donc on a vu la vie commencer à revenir petit à petit. Les gens ressortir, pouvoir accéder au plan d'eau, surtout que les gens sont en interrelation forcément avec l'environnement, entre le plan d'eau, la cascade, le petit bois, etc., la forêt, le centre-ville. Donc réappropriation voilà, de la vie par l'ensemble des habitants, tout public, quoi. Hein. Il y avait encore une certaine peur, hein, une hésitation entre se dire maintenant on peut et faut franchir aussi quand même une étape, je pense, de se dire maintenant je peux y aller. Et voilà, quand on est habitué, je pense, être enfermé pendant 1 mois et demi, enfin presque 2 mois pratiquement plutôt, de dire maintenant, en gros, quelque part on vous ouvre les portes. Et puis vous pouvez y aller, je pense qu'il y a un petit peu un temps aussi d'adaptation. Hein. De dire je peux le faire, est-ce que j'ai le droit d'aller là, est-ce que je vais pas. Enfin voilà, je pense qu'il y a ce temps d'adaptation qui est nécessaire. Nous avons décidé la fin de semaine dernière donc, de mettre en place la reprise progressive de nos activités à partir du 2 juin. On a travaillé là sur la question du protocole, l'adaptation des locaux, mettre en place toutes les mesures préventives, sanitaires, pour l'accueil du public, regarder un petit peu voilà, la taille des locaux, combien de personnes on peut mettre dans chaque salle, choisir les activités cibles en premier, le type d'atelier. Chaque animatrice contacte donc son groupe pour demander qui pourrait revenir et qui voudrait revenir au centre social faire son activité. Pour l'instant, on a beaucoup de retours principalement d'usagers qui veulent revenir. Ça, c'est pour les activités régulières. Alors, il y a la question aussi qu'il a fallu que l'on prenne la décision rapidement en mi-mars. Là, ce sont nos animations de quartier. Parce que le centre social aussi met en place donc, des dynamiques avec les habitants. D'occupation de l'espace public, par exemple la fête de quartier traditionnelle qui a lieu au mois de juillet. Donc on l'a reporté. Hein, pour l'instant, elle n'est pas annulée, mais reporté en septembre. Si on a l'autorisation, effectivement, de mettre en place une animation extérieure avec une centaine de personnes. Je ne suis pas sûr, hein, mais bon, on va voir un petit peu. Les animations aussi pour les enfants, le centre de loisirs, hein, les accueils des enfants et des ados. L'animatrice a prévu un camp, par exemple, de toute façon il n'y aura pas de camp, c'est interdit. Voilà. Donc ça nous demande une adaptation permanente, maintenir les activités, mais à l'intérieur repenser complètement le contenu. Donc c'est un peu complexe, hein, et ça demande du temps. Voilà, donc on est dessus, là, on essaie de voir un petit peu ce qu'on peut proposer aux personnes dans le contenu des activités, mais les gens veulent revenir, je pense qu'ils ont vraiment besoin de se retrouver. À la base, je pense que c'est ça, en fait. Ça nous conforte dans l'idée du projet d'un tiers-lieu, parce qu'on a ça comme idée, qui est inclus donc, dans le nouveau bâtiment, de créer un tiers-lieu, et je pense que cette crise, elle reflète aussi de se dire qu'à un moment donné, on a besoin d'un lieu aussi qui est ouvert le plus largement possible, où on puisse y aller, en prendre quelque chose, c'est-à-dire boire un café, s'installer comme on a fait maintenant, rencontrer quelqu'un, discuter, boire le journal et repartir. Hein, et non pas s'inscrire dans une démarche formalisée, un peu contraignante, voilà, où je puisse régler un problème immédiat. Et moi, mon premier regard, je pense que ça conforte vraiment ce projet de tiers-lieu qui est inclus donc, dans le nouveau bâtiment. Dans l'observation, dans la veille sociale, la question donc de la scolarité est importante. Hein. Donc on a pris des contacts, parce qu'on travaille régulièrement avec les établissements scolaires de référence, c'est-à-dire Maternelle Galant, École primaire Poincaré-Galant et Collège Buvigné. Hein. Donc on a été en contact, essayant de savoir effectivement dans la transmission des devoirs par les différents enseignants des différents corps des établissements, finalement, est-ce que l'accès à Internet n'était pas un frein? Parce qu'on sait que les familles ne sont pas connectées, malgré ce qu'on pense. On dit que tout le monde est connecté. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ou alors les jeunes n'ont pas d'ordinateur portable ou de tablette à la maison. Ils sont avec leur téléphone. Alors aller faire les devoirs sur téléphone, je vais bien les télécharger ou regarder un petit peu, c'est un peu compliqué. Hein.
Donc on essaie un peu de savoir leur tour au niveau des établissements par rapport aux devoirs transmis. Est-ce qu'effectivement il y avait des retours ou pas au niveau des enseignants? Est-ce que les devoirs étaient faits ou pas, quoi. Voilà. Donc notamment au niveau du collège. Et là, du coup, on met en place ce qu'on appelle la continuité éducative, hein. Là, on le met en place aussi début juin. Donc on met en place des ateliers donc d'accompagnement à la scolarité pour le collège, pour primaire, et puis peut-être aussi on est en train de voir pour les grandes sections maternelles, peut-être un petit créneau, si les parents acceptent et sont bien sûr partants. On est au relais aussi pour la distribution des devoirs. Effectivement, il y a quelques familles qui sont venues photocopier les devoirs, parce que chez elles, c'est pas possible, on n'a pas d'imprimante, ou il y en a mais elle est en panne, les cartouches ça coûte cher pour le format papier, donc c'est pas si facile que ça en fait, hein. Voilà. Donc on met en place des créneaux d'accompagnement à la scolarité à partir de début juin. On l'intégrera au mois de juillet aussi, parce que cette coupure du monde scolaire pendant 2 mois, même si effectivement il y a des devoirs à la maison, mais sans la présence d'un enseignant ou d'une personne tierce, c'est compliqué pour... voilà. Les familles ne peuvent pas toujours assurer le relais, c'est pas possible, elles ne peuvent pas.